Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live Twitch sur la scène meilleure firme de France. Pendant que mon chat m'attaque pile quand on lance le live, c'est impeccable. C'est impeccable. Bon, on a eu pas mal de problèmes de connexion. Vous allez le voir sûrement pendant le live, donc on s'en excuse déjà, on s'excuse de notre retard. Mais dans tous les cas, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau live. On s'attendait pas forcément à le faire aussi rapidement. On prévoyait plutôt de parler draft, etc. Mais Sam Presti nous a réservé une petite surprise. Juste avant la draft cette semaine, on s'y attendait pas du tout. On pouvait l'espérer, mais on s'y attendait pas. On va y revenir. Le trade de Josh Giddey aux Bulls contre Alex Caruso. Et c'est tout. On reviendra sur ça. Je suis avec Constant et Tom pour en parler. Déjà, Constant, comment ça va? Est-ce que tu es content? Je pense que oui, mais je pense que tu es très content. Bien sûr, je suis content. Bonjour à tous, bienvenue pour ce live chaotique. J'espère que ça va, que vous nous entendez bien dans le chat. Mais oui, très heureux. J'avais dit, hein, Alex Caruso, c'était dans mes cibles quand on avait fait le podcast stratégie de l'intersaison. Il arrive au OKC. Je suis content si c'est, on va dire, la première pièce d'un ensemble plus grand que juste l'ajout d'Alex Caruso. Et après, je me dis, la dernière fois que j'étais heureux quand un joueur, enfin, lorsqu'on a récupéré un joueur au KC, c'était Micic. Donc, je prends un petit peu mes distances, on va dire, je suis un peu sceptique sur la notion d'être heureux. Parce que la dernière fois, c'était Micic, j'étais en mode, oh, trop bien, Micic, trop content. Et puis après, patatras. Et Donc, puis, et puis raison de non. garder, mais non. Et toi, Tom, comment ça va? Et bon, du coup, j'imagine que ça va. On était tous un peu contents hier. On va le revenir là-dessus. Bah oui, déjà on a fait un podcast stratégie de l'intersaison. Il sert pas à rien parce qu'il y a vraiment des trades. Il se passe vraiment des trucs à OKC, donc c'est cool. Mais ouais, très content. Même avis constant, j'espère que c'est pas le seul mouvement qui va être fait parce qu'on a des besoins à d'autres postes que lequel Caruso va venir combler. Mais ouais, très content. C'est un super ajout et on va en parler pendant ce live. Mais les conditions de ce trade sont plutôt bonnes. Oui. Et si je peux me permettre, Constant dit que c'était au trade de Micic qui était content. Moi, j'étais plutôt hypé par l'arrivée de Gordon Hayward, donc Je- c'est encore pire. J'allais dire pareil. J'allais dire pareil. J'étais quand même hypé par le trade de Gordon Hayward. Donc, ouais, j'ai baissé le son de C'est pas mon Constant. micro, c'est la connexion. Oui, Tom Grésy, oui, pareil. oui, c'est la C'est toujours le connexion. problème, comme la dernière Et fois. j'ai et C'est j'ai- pas une et- question de connexion. et j'ai baissé un peu le son. Je pense qu'ils étaient très forts aussi tous les deux. Donc, ça devait pas aider. Ça devait pas aider. Donc, dans tous les cas, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ce trade. Bien entendu, on parlera draft un tout petit peu plus tard. On vous a prévu normalement un épisode prochainement. Mais là, on va parler trade. Et bien sûr, de ce trade de Caruso contre Guidi. Alors, pour remettre en contexte, ça va être assez rapide au final, hein. Le trade est simple, un joueur contre un joueur, pas de tour de draft impliqué, pas de trucs chelous, pas de salary cap, bidule, machin, non, vraiment un trade sec pour deux joueurs qui ont presque le même salaire, voilà, Caruso est un chouïa plus cher si je me trompe pas, Mm. donc voilà. Le trade en sec, on s'y attendait pas forcément, c'était l'une des targets que Constant nous avait cité dans son live stratégie de l'intersaison, dans son équipe exotique, et c'est pour ça que je lui ai laissé la parole. Bon Constant, j'ai déjà un petit peu demandé, de manière un peu plus complète maintenant, c'est quoi ton vrai ressenti quand t'as vu ça? Bon, je sais que t'étais très content, je sais que tout le monde t'a mentionné en mode Constant, très content, machin, mais explique-nous un petit peu plus. Bah, mon vrai ressenti, c'est ce que j'ai expliqué. C'est que, voilà, pour vous faire toute l'historique, je sortais du cinéma et déjà, avant d'aller au cinéma, je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais j'avais le pressentiment qu'il allait se passer une dinguerie. Je suis au ciné, il y a l'annonce déjà de JJ Redick en tant que head coach des Lakers. Je ressors du ciné, donc je sors de ma station de métro, je suis en train de marcher, je suis sur mon téléphone, et là, je vois Alex Caruso et je vois pas l'équipe. Et quand je vois l'équipe et quand je vois le OKL, j'ai fait oh là 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 là. Alex Caruso qui arrive chez nous. Donc non, très satisfait. Alex Caruso, de toute façon, je l'avais mentionné dans la stratégie de l'intersaison, c'était vraiment un chouchou. C'est un joueur que j'apprécie déjà pas mal. On en parlait déjà. Il me semble que durant la saison, on a dû évoquer son nom parmi Hmm. les cibles potentielles, parmi les joueurs que j'appréciais. Donc non, très satisfait de l'arrivée d'Alex Caruso. C'est un joueur qui, on va dire, renforce des qualités dans lesquelles tu étais déjà élite. On parlera du joueur un peu plus tard, mais on va dire que c'est pas un joueur qui vient gommer certains défauts. C'est pour ça que pour moi, ça doit être le premier mouvement d'une série de mouvements. Mais en l'état, c'est un très bel ajout. Et surtout, le package que tu envoies, qui est constitué de Josh Giddey, et c'est tout, est extrêmement positif et complètement inattendu. Donc non, très content. J'ai vu dans la fanbase de Kessie, il y avait quelques gens qui n'étaient pas forcément très satisfaits de l'arrivée de Caruso, quelques fans des États-Unis. Alors après, on dit que c'est moi qui suis aigri, mais bon,
quand on n'est pas hyper satisfait de voir Caruso, bon, moi je suis très content en tout cas. T'as vu des fans pas très contents, toi? Franchement, Ouais, j'en il y ai a, très peu vu, hein. si, il y a Stéphane Dolan qui est Ouais, je vois. Je vois, un ouais. tweetos un peu connu, il est pas très satisfait de l'arrivée de Caruso. Ok. Tom, même question, est-ce que toi t'étais aussi content de cette arrivée-là et on parlera des limites peut-être à tout ça et on ira plus en profondeur dans le jeu, mais déjà sur le papier, est-ce que ça te hype un petit peu? Ah, moi, j'étais très content. En fait, pour dire, quand j'ai vu Caruso, je me suis dit, c'est sûr, il y a Guigui dans le trade, mais par contre, je m'attendais à ce qu'on lâche du pic. Enfin, surtout avec Mm. ce qui était dit à la deadline, notamment, les Bulls qui avaient qui voulaient une grosse contrepartie quand même pour Caruso par rapport au niveau du joueur, qui est un mec qui avait beaucoup de valeur en fait sur le marché par rapport même à son contrat, sa contribution terrain, le fait qu'il a 30 ans, donc en fait il est dans son prime Caruso. Il a encore quelques bonnes années à donner à un bon niveau. Donc, sur le coup, quand j'ai vu le trade, je me suis dit, ok, on va lâcher un peu, mais bon, ça fait un beau renfort et tout, ça fait une ligne défensive assez violente sur les lignes extérieures. Mais après, quand j'ai vu la contrepartie qu'il y avait juste Josh Giddey, j'étais comme un ouf, hein. Concrètement, Josh Giddey, en plus, on en parlait, c'était est-ce qu'il va y avoir une discussion sur son extension? Est-ce qu'il y aurait un statu quo avec Josh Giddey en dernière année de contrat où son rôle il est un peu brinque-ballant dans l'effectif? Là, tu lâches Josh Giddey. Donc, pour le joueur, c'est bien parce qu'il va trouver un nouveau contexte. À voir si le contexte boule, c'est bien pour lui, mais ça ne regarde pas, entre guillemets. Et tu le lâches surtout contre un joueur qui va vraiment t'apporter immédiatement, quoi. Qui va être un joueur intéressant de la rotation et qui va t'apporter, qui est capable d'être pertinent des deux côtés du terrain. Donc, ouais, non, très, très, très content de ce trade, honnêtement, surtout au vu de la contrepartie. Ouais, c'est pour ça que moi aussi je suis très content. Je vous rejoins sur pas mal de choses que vous avez dit. Le trade en lui-même déjà est très positif parce que je t'en parlais avant Tom. On nous aurait annoncé genre Guidi plus un premier tour de draft ou plus le 12, etc. On n'aurait pas forcément été mécontent non plus. Enfin, on aurait compris le truc, voilà. Alors, est-ce qu'on s'est beaucoup trompé sur la valeur de Josh Giddey? Ben peut-être. Peut-être que les Bulls le valorisent largement et avaient un besoin de... Ce qui est ressorti, un besoin d'un joueur pour porter la balle, etc. Mais dans tous les cas, OKC, et c'est le grand truc de ce trade-là, certes, Caruso ne va pas corriger toutes tes faiblesses, ne va pas vraiment t'aider au rebond, t'aider via la taille, etc. Mais remplace un joueur potentiellement négatif que tu devais bencher en playoff. Et là, t'es un joueur. Tu passes d'un Guidi où t'as peur quand il est sur le terrain en playoff à un Caruso où t'es content quand il est là. Donc en fait, la différence est certes minime, va pas corriger tous les problèmes, va peut-être pas te permettre d'accéder au titre, etc. Mais c'est majeur dans le sentiment et dans même cette action de win now que Presti va faire parce que t'as un joueur positif, t'as un joueur qui pourra sanctionner de loin, t'as un joueur qui sera tout sauf négatif en défense, c'est le cas de le dire. On va, C'est ouais, c'est- carré, c'est- ouais, c'est- le Ah, mot est c'est- faible. c'est le cas de le dire. On nous le dit aussi dans le chat, porteur de balles secondaire, tertiaire, etc. Donc vraiment intéressant. Donc effectivement, c'est un role player, on y reviendra après, mais il va être vraiment plus intéressant que Josh Giddey par la suite, notamment dans des runs de playoff. Oui, oui, le chat saute, voilà, il est Franchement, content le chat, d'évoquer il est Caruso. encore plus hypé par l'arrivée de Caruso Ouais, que il nous, est hein. content, Vous là. avez vu? Il fait des bons partout. Franchement, il est grave content, hein. La future star de Il nous, Twitch, c'est lui, voilà. Ah ouais. il nous tease les hustle plays de Caruso, là. Il a la Ouais. fin. N'oubliez pas, si vous ne sauvez pas la chaîne, Pierre ne nourrit pas le chat. C'est l'alimentation du chat est alimentée par les subs sur la chaîne Twitch. Non, bien sûr, je plaisante. Non, non, mais après, sur le trade de Caruso, en fait, c'est que déjà, quand on avait fait, tu vois, le podcast stratégie de l'intersaison, on se disait quel est le coût que ça pourrait avoir potentiellement de ramener Alex Caruso. On avait vu, comme Tom l'a dit, à deadline des Bulls qui avaient refusé des offres très élevées en termes de pick de draft. Après, est-ce qu'on avait sous-estimé l'influence de Josh Giddey? Pas forcément, parce que ça veut dire que sous-estimé la valeur de Josh Giddey? Pas forcément, parce que c'était tout le monde le disait. Sam Vecini disait que c'était un late first, début seconde à C'est vrai. best. Je pense que les Bulls valorisent très fortement la valeur de Josh Giddey. Et je pense que d'après ce qui est ressorti, il y avait aussi une volonté de la part du management des Bulls d'envoyer Caruso dans un environnement compétitif. Donc c'est plutôt utile d'avoir été bon la saison dernière. Mais ouais, ne pas lâcher Alex Caruso, enfin récupérer Alex Caruso sans lâcher le pick 12. Moi je pensais qu'il allait avoir le pick 12 ou alors qu'il allait avoir Kayson Wallace potentiellement. Et en fait, non, il n'y a rien. C'est vraiment très positif. Disons que
sur cette notion de il va pas te combler tes faiblesses, il t'enlève, enfin, le fait de trader Josh Giddey t'enlève la plus grosse épine du pied ou la plus grosse source, la plus grosse target, on va dire, par les équipes adverses. Ce qui est déjà, on va dire, c'est une addition et la soustraction. Et après, comme l'a dit Tom aussi, moi, ça me fait d'autant plus plaisir que ça montre que Sam Presti se dit bon, ok, c'était sympa l'an dernier, mais là, on a identifié certaines des faiblesses, on va passer à autre chose. Même si, d'après le petit communiqué que Sam Presti a fait suite au trade, c'est aussi un peu fait forcer la main, on va dire, par Josh Giddey, qui avait pas l'air d'être très emballé par son futur rôle la saison prochaine. Pour revenir sur la valeur, quand tu vois que les Bulls, je crois que c'est à la trade deadline, demandaient 2 first, voire plus pour Caruso, parce qu'ils n'étaient pas en position de vendre, ça a vite évolué en quelques mois, et effectivement, ils ont largement valorisé Guidé, plus qu'OKC, mais j'ai envie de dire, même dans ce qui ressort, on l'a toujours valorisé, on a toujours, si t'écoutais Presti, il dit toujours que ça sera un futur All-Star, etc., juste qu'il n'est pas dans la bonne situation, on en reviendra pour lui après, mais ouais, comme tu l'as dit, de supprimer de supprimer le profil de Guidi et le positionnement un petit peu négatif qu'il peut avoir dans le roster s'il met pas les tirs, s'il est mal utilisé, s'il est défendu à 8 mètres par les défenseurs, tu le remplaces par, oui, certes, un énième role player qui ressemble à ce que tu avais déjà, on va aller un peu plus dans le détail du jeu de Caruso, mais dans tous les cas, c'est un renfort. C'est un renfort, effectivement un renfort. On peut pas nier ça, que le roster est meilleur maintenant que hier. C'est le point de base. Ah bah, Ouais, t'ajoutes c'est un joueur role de player rotation, plus. Hein. Ouais, je reviendrai à ma petite compa après, mais on est en train de faire une Un role Boston. player d'élite. On est Hein. en train de faire une Boston et on a recruté en moindre mesure un Derrick White ou un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est moins fort quand même. Oui, c'est moins fort, c'est pour ça que j'exagère le truc, mais en gros, c'est dans cette idée-là. J'ai vu Woj, non, c'est Brian Windhorst ou Woj, l'un des deux, qui a dit que OKC avait le meilleur backcourt défensif. Je sais pas si vous avez vu ce Ouais. sont capables de faire Derrick White et Jrue Ouais. Je sais pas si vous avez regardé. Vu Et les puis finales. Ouais, et puis offensivement, je me souviens très bien d'une action au Game 2 où tu as Jrue qui drive et qui fait un kick-out main gauche pour ressortir à Derrick White qui a above the break à 3 points. Si c'est Lou Dort qui tente de faire ça, je pense qu'il se casse la main. Donc offensivement, il y a un monde, il y a une galaxie d'écart entre le duo Derrick White et Jrue et le duo Caruso-Lugensdort. Et justement, je pense que c'est aussi une de mes, pas inquiétudes, mais un de mes points d'interrogation. C'est peut-être de voir comment ça pourra se passer. Est-ce que ça peut en mettre certains, on va dire, sur la sellette potentiellement. Ouais, après, c'est toujours positif parce qu'on le voit en playoff. Ok, si c'est une équipe qui vise haut en playoff maintenant, faut arrêter les histoires de développement, machin. Ça vise le titre, oui. Voilà, hein. Donc, si les joueurs se développent, tant mieux, mais bon, l'idée c'est d'avoir des joueurs viables en playoff. On l'a vu sur la série contre Dallas que la rotation à OKC était un peu trop restreinte en termes de joueurs viables sur le terrain, auxquels tu es sûr qu'ils apportent de bonnes minutes. Enlever Josh Giddey, qui était un point faible, on l'a vu sur les derniers matchs, il joue 10 minutes, Josh Giddey dans un rôle très réduit. Pour foutre Caruso, où le mec est champion en étant à plus de 20 minutes de moyenne sur la campagne de playoff où il est champion. C'est un mec à Chicago qui a toujours été important. C'est un joueur qui est capable d'être sur le terrain en playoff et de jouer des vraies minutes. Donc c'est toujours positif de lâcher, même si Josh Giddey, hein, évidemment, c'est pas une bille au basket, c'est un bon jeune joueur qui a encore une marge de progression, qui peut-être qu'à Chicago il va s'éclater et qui va progresser, on ne sait pas. Mais pour OKC, avec les besoins que tu as, c'est plutôt bien de lâcher Josh Giddey, tout aussi jeune et talentueux qu'il soit, mais qui n'est pas viable en playoff actuellement, contre Alex Caruso, qui à 30 piges est tout à fait capable de jouer 20-25 minutes en playoff, facile, voire 30 quand il y en a Facile, ouais. Facile, hein, parce qu'en plus Caruso il sort de 2 années consécutives All Defensive Team, donc ça vous pose un petit peu le joueur, hein, c'est-à-dire que Lou Dort n'a été dans aucune All Defensive, et ça on va pas lancer le débat sur qui est le meilleur défenseur entre Lou Dort et Alex Caruso parce que c'est un peu un choix de riche, mais j'ai mon avis sur la question, je l'avais déjà avant le trade, mais même si les profils sont différents, mais c'est surtout pour revenir un petit peu sur la question de Josh Giddey, c'est que non seulement tu t'enlèves une épine dans le pied sur ces problématiques de spacing, etc., mais surtout, entre guillemets, tu n'as pas à le payer. C'est-à-dire que les Bulls, non seulement ils récupèrent Josh Giddey, mais ils récupèrent Josh Giddey avec des négociations contractuelles. Et finalement, on parlera de sous-sous après pour le cas d'Alex Caruso, mais quand tu vois potentiellement ce que peuvent réclamer, on va dire, des porteurs de balles, même secondaires, des jeunes porteurs de balles secondaires en termes d'extension sur leur second contrat, bah peut-être que oui, Josh Giddey aura
sera entre guillemets un meilleur joueur qu'Alex Caruso aux Bulls en se développant, mais il aura un contrat plus élevé et surtout dans les systèmes offensifs et dans les schémas offensifs et défensifs du Thunder, Alex Caruso est beaucoup plus approprié à ce que ne pouvait l'être Josh Giddey. Et puis peut-être que Josh Giddey deviendra un meilleur joueur NBA, mais c'est un joueur qu'il ne serait peut-être jamais devenu à OKC. Enfin, dans la situation actuelle en tout cas, il aurait peut-être pu dans les premières années, et c'est ce qu'a dit Presti en conférence de presse, mais peut-être qu'il aurait jamais eu ce développement qu'il pourra peut-être avoir au Bulls, où il pourra s'exprimer, où il pourra avoir beaucoup la balle, etc. Bon, il aura pas un spacing optimal pour l'instant, mais il aura la balle. Bon, c'est déjà un petit peu la différence. Parlons d'Alex Caruso, on va aller vraiment plus en profondeur sur son jeu. Bon, tu en as un petit peu parlé, Constant. Le premier truc souvent quand on aborde Caruso, c'est sa défense. Dans les 2 dernières années, il est dans les All NBA Defensive Team. Dans la deuxième cette année et dans la première l'année dernière. Il a été aussi dans le top 10 du DPOI 2 fois, si je me trompe pas. Et con- concrètement, en point of attack, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue, concrètement, voilà, il faut le dire. Il peut défendre, on va dire, plutôt les guards et les forwards, et bon, après, les pivots, c'est toujours plus compliqué pour les petits. Mais il y a une belle polyvalence défensive quand même. Pas mal de highlights qui sont ressortis sur plein de profils différents. Et il y a ce titre, bon, certes honorifique, mais qui illustre bien ce qu'il peut apporter de comment ils l'ont appelé, Hustle Man of the Year, non? Le joueur avec le plus de hustle de l'année, en gros. Euh, Ah, c'est mais, possible ça. mais qui illustre Ouais. vraiment bien, en fait, l'intensité, l'envie que Caruso met défensivement et son côté playmaker défensif, alors que Mm. OKC avait déjà, mais pour lequel il va encore une fois s'ajouter. Ouais, qu'est-ce qu'il y a à ajouter défensivement un petit peu? Ouais, c'est un joueur qui est capable de défendre off-ball, ce qui n'est pas forcément le Ouais. cas de Lugensdorf. C'est-à-dire que c'est un joueur élite sur le point of attack, qui est moins tanké que Lugensdorf, même si franchement le moteur défensif d'Alex Caruso, c'est quand même assez extraordinaire. On l'a vu, je suis allé checker un petit peu son pourcentage de postes défendus sur la saison. Il défend à 51%, il défend des guards, 40% du temps, il défend des forwards. Parmi les joueurs qu'il a le plus défendu cette saison, il y a Kevin Durant, par exemple. Hein. Donc, ça vous pose un petit peu le bonhomme. C'est surtout off-ball sur les aides. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est largement meilleur que Lugensdorf. Et un petit point, moi, qui me hype beaucoup pour la suite de la saison, c'est qu'il y a la stat de deflection. Vous savez, la stat de deflection, c'est combien de ballons vous touchez défensivement. Euh, Alex Caruso est deuxième avec 265 deflections sur la saison l'an dernier. Le troisième, c'est chez Gilgeous-Alexander. C'est-à-dire que globalement, OKC, qui était déjà une équipe élite en termes de capacité à créer des turnovers, notamment off-ball, si tu as Lugensdorf qui est le défenseur sur le point of attack et que tu as Caruso en espèce de playmaker défensif off-ball, avec Shea, ça va être très 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 qualitatif et OKC va continuer à piquer des balles. Et j'ai une stat aussi pour vous, c'est le steal pourcentage, donc c'est euh, le pourcentage des interceptions que tu réalises dans ton équipe. Et si vous prenez en centile, Alex Caruso, depuis qu'il joue vraiment à NBA, donc depuis la 2019-2020, 97e centile, 91e centile, 97e centile, 98e, 98e. C'est-à-dire que tous les ans, il est dans le top 5 des joueurs qui font le plus d'interceptions de toute la ligue. Donc voilà, moi je trouve que vraiment son playmaking défensif est de très 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 grande qualité et va contribuer à renforcer cette équipe d'OKC ultra agressive et qui force toujours plus de turnovers. Ouais, il rentre bien dans le moule défensif du Thunder en plus. C'est parfaitement le profil qu'il nous faut. Tu as parlé de ses interceptions. Il a aussi un contre de moyenne cette année. Pour Ouais. avoir, c'est pas mal. C'est un mec qui envoie des chase down quand même, c'est impressionnant. Mais ouais, bah, comme tu as dit, sur la défense on-ball, Caruso, Dort, qui est le meilleur des deux, honnêtement, j'en sais rien. Euh, Peut-être que Dort, avec sa carrure, le fait qu'il fasse 100 kilos, il peut résister plus aux ailiers, par exemple, etc. Mais comme tu l'as dit, Caruso, il défend un peu tout le monde, il s'en fout, hein, avec le moteur qu'il a. Mais vraiment, ouais, off-ball, c'est génial. C'est vraiment génial. Honnêtement, c'est. Si tu prends seulement du point de vue défensif, c'est compliqué de rêver meilleur fit pour OKC dans la manière de défendre, étant donné que tu montes très haut, que tu es agressif, etc. Caruso, c'est un mec qui fait beaucoup d'interceptions, mais surtout sans se jeter. Parce que des mecs qui font beaucoup d'interceptions, mais qui laissent Mm. passer des mecs dans leur dos parce qu'ils se jettent un peu trop, etc., on en connaît. Caruso, c'est beaucoup d'énergie, mais bien canalisé et Mm. bien maîtrisé. Il n'est jamais en retard sur les interceptions, Ouais. enfin vraiment sur la défense en net qui a aussi cruellement fait défaut à OKC face à Dallas.
Il est vraiment très bon dans ce domaine-là. Enfin, c'est un défenseur complet, quoi. C'est juste un. Mais C'est dommage qu'il Ouais, fasse pas 8 cm de plus, quoi. Mais c'est ce que ou j'allais que dire. Lugensdorf fasse pas 8 cm de plus, quoi. Mais C'est- la, c'est- la, 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 la paire Caruso-Dort défensivement, si les deux venaient à jouer ensemble et venaient à être utilisés régulièrement sur le bac court, et les petits ailiers là, ça va être particulièrement embêtant. Et en plus de ça, euh, ça va permettre de libérer par exemple un J-Dub qui avait quand même pas mal de responsabilités de défense sur le point of attack. On l'a vu notamment défendre face à Kyrie par exemple sur la série face à Dallas. Et ça va lui faire revenir dans un rôle qui est un peu plus le rôle qu'il avait lors de sa saison rookie, défenseur un peu plus loin du ballon. Et on a vu que J-Dub sur sa saison rookie, il était pas mal productif aussi au niveau des interceptions. Donc tu rajoutes ça plus Shea qui sera toujours en free safety, bah, ça fait que ouais, un point où Casey était déjà dominant vient d'ajouter un joueur élite dans ce domaine-là. C'est pour ça que Mm. moi, tu as vraiment tu t'es renforcé sur des aspects où tu étais déjà élite. Mais un joueur switchable aussi, j'ai envie de dire, que tu seras pas effrayé quand il change de poste, et vous l'avez dit. Et le peu de fois où il se retrouve en retard, il est très bon pour récupérer l'attaquant, le contrer par derrière, taper la balle par derrière ou sur son tir en bas, etc. Donc non, vraiment dans le playmaking défensif, dans le profil, etc. Je trouve, on reparlera ensuite de comment il évoluera avec Lou Dort, sans Lou Dort, ce qu'il y aura un trade, etc. On garde ces questions pour la fin. Mais je trouve, ben oui, comme tu as dit Tom, parfait dans la complémentarité avec les autres et dans la façon de défendre d'Okessi, où il va amener une grosse agressivité. Il y aura Chet derrière pour assurer, il y aura des playmakers défensifs aussi en plus de lui pour être sur les lignes de place potentiellement. Non, ça va être très intéressant. Okessi, t'es déjà élite, on verra si on fait encore mieux l'année prochaine. Mais dans le profil, là, t'ajoutes encore une arme de destruction massive défensivement, honnêtement. Hein. Là, t'es face à un top joueur défensif, donc vraiment intéressant. Offensivement maintenant, parce que c'est aussi le nerf de la guerre et c'est là aussi une tare avec Josh Giddey. Le tir à 3 points est là, presque depuis, peut-être pas depuis le début de sa carrière, ce serait un peu abusé, même quand on regarde les chiffres en carrière, c'est plutôt favorable. Mais là, ça commence d'être plus que fiable à 3 points. On est à plus de 40% l'année dernière, avec pas une quantité monstrueuse, mais quand on met à l'échelle d'Okessi, en fait, la quantité est loin d'être négligeable, hein, parce que ça sera l'un des plus gros tireurs à 3 points, je pense. Et puis à l'échelle de ses tirs aussi. Oui, C'est-à-dire que oui, oui. le volume n'est pas très élevé, mais si vous prenez le free throw intensity rate, donc c'est le ratio entre tir tenté et 3 points, il est à plus de 50%. Donc globalement, Hmm. il tente plus de tirs à 3 points que de tirs à 2 points, Alex Caruso. Ouais, et puis tu vois que c'est un joueur maintenant qui a entièrement confiance dans son tir, qui le prend vite, qui a des bons appuis, etc. Qui n'hésite pas, même quand la défense revient, à le prendre. Et même après son playmaking défensif, il a tendance à poursuivre l'action, et si c'est pas lui qui a vraiment consolidé l'interception, si je peux dire, il va suivre l'attaque et il va plutôt rechercher un 3 points des fois que aller finir au cercle. Il y a eu pas mal d'actions dans le clutch où d'ailleurs il a fini sur des 3 points un peu en fin de transition. Et donc, tu vois, ça confirme pour moi le fait que c'est l'arme qu'il recherche offensivement, que c'est là où il est le plus serein. Alors, je diminue pas ses qualités athlétiques, ses capacités à finir au cercle, où il est dans la moyenne NBA en gros, mais il est meilleur que Lou Dort, concrètement. C'est pas dur, hein. C'est pas Pas dur, voilà. compliqué, ouais. Mais pour moi, ouais, l'arme numéro 1 qui va t'amener, c'est que maintenant, bah, si les mecs décident de pas défendre certains joueurs d'Okessi, bah, va falloir choisir. Ça va être encore plus dur de choisir, j'ai envie de dire, parce que lui, il tire à 40% à 3 points, quoi. Et 40% en catch and shoot, 40% dans les corners aussi, je crois qu'il est très régulier, et 45% sur les pull-ups. Bon, c'est un échantillon très faible, mais il est à l'aise aussi pour potentiellement en prendre quelques-uns si besoin. Ah, Oui, le plus important dans son tir, c'est il prend des tirs dans les corners, justement. oui. Mm. Et ça, c'est intéressant. Des joueurs qui prennent des tirs dans les corners, ok, si, c'est un peu un truc qui nous manque offensivement, donc c'est vachement bien quand Caruso soit à l'aise là-dedans. Alors après, il a 40% cette année à 3 points, mais c'est de très loin sa meilleure saison au tir. Pas en termes de pourcentage un peu, même s'il y en a d'autres à 40%, mais surtout en termes de volume. Mm. Alors à voir si ça se maintient dans la durée ou si c'est un one-shot. Mais ce qui peut être plutôt rassurant, c'est que dans une équipe de Chicago où l'attaque elle a un peu, c'est beaucoup de mi-distance, un peu, elle n'est pas terrible en attaque de Chicago, bah, un mec comme Caruso arrive à jouer et à bien sélectionner ses tirs, à prendre des bons tirs à 3 points et à rentrer à être impactant. Dans cette équipe-là de Chicago, c'est pas franchement évident d'être un joueur régulier au tir et d'être efficace au vu de leur jeu offensif, de l'usage assez énorme des ball handlers. Enfin, c'est moi le contexte Chicago, le fait que Caruso s'en soit sorti offensivement dans ce contexte Chicago me rassure plutôt. Après, c'est pas non plus c'est un cinquième attaquant dans l'idée. Donc avec Dort, faut voir un peu
qui aura le plus de responsabilité en termes de tir pris, etc. Mais à voir. Là, il y a un peu plus de doutes forcément sur le tir, mais c'est vrai que les perfs récentes de Caruso sont plutôt rassurantes. Puis il a tenu Bah, en physiquement fait, les 2 dernières années. J'ajoute juste, mais voilà. Ouais. oui, alors ça, le truc de Caruso blessé, on en avait déjà parlé sur la stratégie d'intersaison, mais le pauvre, il a loupé une saison, ça y est, il Non, est injury prone. il y en a 2 où il joue 50 matchs, quoi. De Non, mémoire. non, la 21-22, il loupe la moitié de la saison, d'accord. La 20-21, il joue 58 matchs, une saison où il y en a 72 des Ouais, matchs. c'est ça. Bon, En gros, il loupe, allez, 10 matchs, allez, entre 10 et 15 matchs par an. Ça va, même si on sait que OKC a eu une santé. En plus, comme OKC a eu une santé exceptionnelle l'an dernier, bah, peut-être que Caruso il jouera 82 matchs comme Chet et comme ou Clayson. ou à Voilà ça. l'inverse, tout le monde va se Euh, blesser. C'est surtout ça qu'on va pas souhaiter. tout le Ouais. monde, où ça va faire une Memphis et tout le monde Ouais. va se péter, effectivement. Non, offensivement, moi je le trouve, encore une fois, je le trouve. En fait, bon, le tir, même si le volume a augmenté, il n'a pas la respectabilité du shooter. Parce que le truc de dire oui, si t'as. Je sais pas, si tu as Alex Caruso dans le corner, les équipes elles vont devoir prendre une décision, mais Dallas avait déjà pris une décision, et c'était de laisser tout le monde ouvert, et on a vu ce que ça a donné. Donc, il n'aura pas la respectabilité du shooter. Après, voilà, des shooters qui mettaient dedans en saison régulière et qui mettent pas dedans en playoff, on a vu ce que ça a donné aussi contre Dallas, donc c'est pas forcément une assurance tout risque. Moi, il y a deux trucs que je trouve intéressants du côté d'Alex Caruso, c'est que déjà, un truc qu'on fait à OKC, c'est que ça peut être un poseur d'écran et qu'il a été utilisé en tant que poseur d'écran du côté de Chicago. Donc je serais très curieux de voir des situations où tu peux avoir Alex Caruso en tant que poseur d'écran avec, je sais pas, genre tu fais une situation, euh, un jeu à deux entre, je sais pas, J-Dub et Caruso, avec Caruso qui pose un écran, ça je trouve ça intéressant. Le deuxième point, c'est que c'est un joueur alors qui fluctue au niveau de son pourcentage de réussite près du cercle, mais qui est quand même un joueur qui va souvent et qui a globalement, sauf cette année par exemple où c'était un peu en berne, mais qui a une très bonne efficacité près du cercle. Et comme Tom l'a dit, dans un spacing des Bulls qui n'est pas idéal, et là dans le spacing du Thunder où globalement ça va être du 5 out, je pense qu'il aura plus d'espace pour driver, je pense qu'il aura plus d'espace pour finir, et il a des meilleures qualités athlétiques, notamment Lou Dort. Et un autre point moi, que je voudrais souligner, c'est sa capacité d'être un connecteur, qui n'est pas du tout le cas de Lou Dort par exemple. Si on regarde finalement le ratio assist par usage, eh ben, il est dans le 88e centile, 81e centile, 84e, 85 centième sur les années. Donc c'est un joueur qui est capable d'être un connecteur, et c'est aussi ce qui a manqué, je pense, à OKC sur certaines séquences face à Dallas. C'est la capacité à renverser le jeu, par exemple, où tu as, je sais pas, Alex Caruso qui est dans le corner, balle en main, qui est capable de faire une passe qui peut créer des décalages. Et ça, en dehors de Shea et peut-être de J-Dub, on l'a pas beaucoup vu face à Dallas, et je pense que ouais, c'est quelqu'un qui portera moins la balle, qui fera moins peut-être de passes décisives que Josh Giddey. Mais si on ramène ça à usage, je pense que c'est un joueur qui est capable de créer des décalages et qui est capable de prendre de belles décisions balle en main. Je pense que c'est pas un porteur de balle secondaire comme je peux le voir dans le chat, mais il faut pas non plus estimer que c'est un Lou Dort bis en attaque qui peut porter la balle mais qui va perdre ses moyens à partir du moment où il faut prendre une décision. Ouais, je trouve que c'est presque un Si, peu plus qu'un connecteur, moi. Hein. C'est pas, tu vas pas lui donner la balle en première option ou quand Shea n'est pas là ou vraiment en priorité. Mais il y a des situations où il est capable de jouer un pick and roll, il est capable de gérer la défense, il est capable d'un petit peu manipuler, que ce soit son défenseur ou le poseur d'écran, comme tu as dit, de faire des passes de renversement. Je trouve que c'est un peu plus qu'un connecteur tout ça. Et tu l'as il très est pas bien dit. il est pas très menaçant au scoring, quoi. En fait, si c'était une menace au scoring balle en main, C'est vrai. Caruso, ça serait vraiment un très bon passeur pour le coup. Mais là, Après, le comme fait l'a est dit que Constant, j'ai tendance à dire que dans notre jeu, ça sera bien plus intéressant pour lui dans le développement. Hein. C'est une situation qu'il aura jamais connue aussi, parce que même aux Lakers à l'époque, je pense que ça jouait pas comme à OKC, loin de là. Bon, Là, après, il avait des tirs ouverts un petit peu. non, il avait des tirs ouverts, Hein. mais il avait moins de drive, il avait moins de responsabilités, je pense C'était aussi. moins optimisé le Ouais. spacing, c'était pas du 5-out, effectivement. Mais globalement, après, ouais, il est capable d'un petit peu tout faire offensivement. C'est pour ça que c'est un peu plus qu'un Fluendy pour moi et que ça, on rentre dans la catégorie role player un peu ultime, capable de tout faire. Mais, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais oui, Dans le système. j'ai vraiment oublié ce que je voulais dire. Ouais, Bon, c'est pas très grave. Voilà. Mais globalement, après, voilà. incroyable. Ouais, non, mais après, il y a des limites, effectivement. Mais je pense qu'il pourra vraiment s'exprimer dans le système, avoir plus de drive, etc. Et tu l'as bien dit, Constant, c'est un joueur, par contre, qui reste à faible usage, mais qui Mm. l'utilise bien, on va dire.
Mm. C'est un joueur qui en peu de tirs et en ayant peu la balle va réussir à mettre une grosse dizaine de points, à prendre 4-5 3 points. J'ai regardé un peu comment dire, ses game logs là, où le nombre de tirs qu'il prend par match. Il y a peu de matchs où vraiment il a pris beaucoup de tirs et où il a pris feu, etc. Donc ça rentre un petit peu dans le moule des role-players d'OKC actuellement, ce qui n'est pas forcément pour nous plaire. On aimerait des joueurs un peu plus quantitatifs. Mais là, en niveau qualitatif, on est sur de l'élite de l'élite. Donc c'est dur de cracher dessus. Et peut-être qu'il sera un peu plus responsabilisé, qu'il aura un peu plus de tirs dans une attaque un peu plus fonctionnelle que celle des Bulls. Après, en niveau temps de jeu, je pense qu'on restera. On va en parler après de son rôle, mais je suis pas sûr que son temps de jeu augmente énormément. Je suis pas sûr qu'il ait énormément de responsabilités balle en main où il est tout seul sur le terrain. Où, effectivement, il y aura beaucoup de J-Dub, beaucoup de Shea, etc. Mm. Mais je pense au mieux d'avoir, comme tu l'as dit, du Lou Dort qui arrive en second couteau sur du end-off, etc., de l'avoir lui, c'est beaucoup plus intéressant. Et je te rejoins sur cet aspect poseur d'écran, même s'il y a des limites qu'on va aborder ensuite, mais je te rejoins sur un peu la polyvalence qu'il pourra apporter là-dedans. En fait, tout le truc, c'est que, euh, encore une fois, pour moi, ça doit être on en parlera peut-être après, parce que je le mentionne souvent, mais ça doit être le premier move d'une intersaison où tu fais Ouais, plus. ça, Parce que si, on finira là-dessus, ça. voilà. Mais non, mais tu vois, puisque tu parles de volume Ouais. et c'est pas un créateur. Non, effectivement, c'est un role player plus qui apporte une défense élite et qui en attaque est fonctionnel, même très fonctionnel. Et puis après, il y a un truc aussi qu'on peut mentionner. Moi, c'est le mec. Enfin, il a toujours été un joueur déterminant. C'est-à-dire que quand vous regardez et un joueur positif. C'est-à-dire que quand vous Mm. regardez ses on-off, bah, tous les ans, avec 87e centile, 80e centile, 90e centile, 93e centile. C'est-à-dire que c'est toujours, lorsqu'il est sur le parquet, c'est toujours un joueur qui apporte, c'est toujours un joueur qui est là lors des runs positifs, c'est toujours voilà, un joueur valuable peu importe l'apport qu'il peut avoir. Après, il y a quelques doutes qui subsistent, bien sûr. Mais en attaque, je trouve qu'on est sur un joueur qui sera moins ciblé que Josh Giddey, euh, qui sera peut-être pas plus défendu, mais qui peut apporter plus de choses, même si, comme Josh Giddey, il a cette qualité de ne jamais aller sur la ligne des lancers francs. Donc, c'est pas avec lui qu'on aura des lancers francs supplémentaires. Mais non, je trouve que, ouais, tu le prends pas pour son attaque, on va être très honnête, tu le transfères pas pour ce qu'il est capable de t'apporter en attaque, mais il est quand même capable de t'apporter de belles choses. Bon, Oui, et j'espère qu'il puis sera plus défendu que Guidi quand même. Juste avant de laisser top, je pense qu'il sera plus défendu que Guidi parce que sinon Pas sûr ça, hein. il va sanctionner de loin pour moi. Enfin, tu viens de tirer à Ouais, 40%, il est quand même bien plus capable, je trouve. Même sur drive, hein, il a un meilleur premier pas, il a plus de qualité athlétique, tu l'as dit, à voir. ouais, il est bien plus explosif, hein. Ouais, ouais, C'est-à-dire c'est que pour ça. bon, Mm. au dunk, c'est pas mal, c'est intéressant. Caruso, Hmm. il s'est dunké sur deux trois personnes, alors que quand je dis partait au drive, bon, tu savais que ça allait pas finir par un dunk, quoi, globalement. Mais ouais, ce que je trouve intéressant, c'est que dans cette attaque de Casey qui est très axée drive and kick, et ben d'avoir un Caruso dans un corner qui aura pas peur de faire des cuts ou qui aura peut-être des lignes de drive un peu plus simples, en tout cas en saison régulière, eh ben, je trouve ça très intéressant. Je pense que ça pourrait encore plus améliorer sa qualité de finisseur près du cercle. Ouais, et puis comme dit, faut se rappeler il remplace Josh Giddey dans l'effectif entre guillemets. C'est-à-dire Josh Giddey où ce qui était terrible, c'était pas tant le côté défensif, mais c'était qu'en attaque, il était ciblé. En attaque, il était pas utile, Josh Giddey en fait dans le jeu d'OKC et un Caruso qui a ses limites évidemment et qui fait pas sa carrière NBA sur son jeu offensif forcément, hein. Mais c'est un mec qui a su trouver un rôle avec ses limites évidemment, mais capable de sanctionner. Donc ça reste, je trouve, dans le schéma d'OKC, toujours mieux qu'avoir Josh Giddey dans ton 5, avoir un Alex Caruso qui au moins va sanctionner dans les corners. Maintenant, on a été très positif sur lui. Ça serait quoi un petit peu les inquiétudes, les limites à ce trade-là? Moi, j'en ai deux, et qui sont un peu liés. C'est que, encore une fois, tu ne te grandis pas dans ce roster, loin de là. On parlera de son rôle ensuite, mais tu deviens de plus en plus petit, et tu ne te soulages pas au rebond, loin de là. Caruso est pas négatif au rebond, voilà, mais je suis pas sûr qu'il en prenne beaucoup plus que Josh Giddey. Je suis pas sûr que c'est lui qui va te corriger beaucoup de problèmes, bien qu'il soit très bon dans le hustle, etc. On l'a dit. Voilà, ces deux problématiques-là seront encore présentes. Et si, comme moi, j'estime à l'instant T, tu le fais starter, on va dire, sur le backcourt avec Shea, et t'as Dort en 3, J2 en 4, et ben t'es vraiment pas grand, quoi. T'es vraiment pas grand.
tu auras une sacrée défense, mais il y aura des limites à tout ça. Après, il y a aussi le fait que ça peut être une philosophie. Mais c'est Carrément. encore, c'est le point initial aussi, c'est que, bah oui, encore une fois, tu t'es renforcé dans tes qualités, mais par contre, Mm. t'as pas comblé tes défauts. Mais oui, il y a la taille, mais Caruso, c'est un joueur qui joue tellement plus grand que sa taille aussi. Ça, qui n'était pas du tout le cas de Josh Giddey, par exemple. Josh Giddey, ok, il était grand, mais tu pouvais pas forcément le mettre sur des ailiers. Enfin, Josh Giddey jouait rarement comme un joueur de sa taille. Là où Caruso est généralement un joueur plus grand. Enfin, joue comme un joueur plus grand que sa taille. Moi, les deux petites incertitudes que je peux avoir, c'est sur la polyvalence défensive dans le sens où on l'a vu que c'est un défenseur élite, mais c'est un défenseur un peu moins tanké que Lugensdorf. Beaucoup moins tanké en termes de poids, en termes de physicalité. Il est intense comme Ludort, mais il n'a pas forcément la carrure d'un Ludort. Donc, potentiellement, en fonction de ce qui peut se passer sur l'intersaison, tu peux avoir des profils où ça peut être un peu plus difficile. Tu vois, par exemple, sur les deux matchs où il a joué Dallas, enfin, où Chicago a joué Dallas, il a quasiment pas défendu sur Luka Doncic. Là où, bah, effectivement, Lou Dort était le préposé sur Luka Doncic, c'est ça depuis plusieurs années. Donc, c'est peut-être sur certains profils, tu vois, sur Kevin Durant, où bah, KD est pas le plus gros, donc il peut potentiellement le défendre. Là où je trouve que peut-être sur les ailiers, vraiment, où ils peuvent imposer un vrai défi physique en termes de poids, il sera peut-être un peu moins polyvalent qu'un Lou Dort. Et le second point qui, selon moi, est un petit peu pas un défaut, mais un point d'interrogation, c'est ça reste malgré tout l'adresse à 3 points. C'est-à-dire que oui, il y a des saisons à 40%, mais il y en a des saisons à 36, à petit volume, il y Mm. en a sur des saisons à 33. Encore une fois, Josh Giddey, à partir du moment où il ne mettait pas dedans à 3 points, c'était pas un joueur qui avait des qualités ailleurs. Alors que Alex Caruso, même s'il il est dans un soir où il ne met pas dedans à 3 points, il peut t'amener de la finition près du cercle, il va t'amener une défense élite tous les soirs en plus d'avoir un moteur absolument exceptionnel. Mais il y a cette petite incertitude de me dire quand même, c'est forcément de facto, et comme tous les joueurs NBA, Bah oui. d'un joueur beaucoup moins. Enfin, comme tous les role-players NBA, j'ai envie de dire, c'est des joueurs qui sont moins intéressants s'ils sont à 41%, enfin, s'ils sont à 33% à 3 points au lieu d'être à 41. Donc, c'est la petite incertitude que j'ai. Ouais, oui, ça reste une variable. Enfin, ça varie beaucoup la réussite au tir de Caruso, même il y a des séries de matchs où tu le vois rien rentrer pendant 4-5 matchs de suite, par exemple, où les 3 points tombent pas dedans, etc. Et c'est quand même un mec, oui, qui offensivement, quand il met pas ses tirs, il apporte pas non plus des choses exceptionnelles, des skills balle en main, etc. Maintenant, oui, ma plus grosse limite, c'est un peu comme Pierre, c'est il nous manque ce grand ailier. C'est pas Caruso qui va venir combler ce manque-là. Et surtout, il nous manque un quatrième titulaire. C'est plus dans ce sens-là, c'est que Caruso vient, c'est très bien, c'est un super ajout, mais c'est pas une quatrième option. C'est pas, voilà, c'est un peu comme, au mieux, c'est un peu comme Lugensdorf offensivement en termes de responsabilité. Donc il nous manque toujours ce truc-là. Alors c'est bien d'avoir fait le move de Caruso, c'est excellent et on verra comment ça se passera pour les négociations contractuelles, son fit dans l'équipe, est-ce qu'il sera titulaire, est-ce qu'il sera sixième homme, parce que Caruso avant Chicago, enfin, même sur les débuts à Chicago, avant qu'il y ait des blessés, etc., c'était plutôt un sixième homme et il est très bon dans ce rôle-là. On ne sait pas trop dans quel rôle il sera, mais on sait qu'il aura un rôle positif. Mais c'est vrai que pour qu'OKC, on l'a dit, le but du Thunder, c'est de viser le titre, hein, le plus tôt possible, on espère, évidemment. Mais pour avoir le titre, c'est d'avoir un quatrième titulaire et c'est pas Alex Caruso qui vient changer la donne là-dessus. Oui, mais Sam Presti, il a dit qu'il allait donner des responsabilités à Cason Wallace et à Chet Holmgren. Ah, là, c'est bon, hein. Vous allez voir, Chet Holmgren en hub offensif à la Ouais. Şengün ou à la Jokic, vous n'êtes pas prêts, hein. Là, OKC va viser le titre, là. Tout le C'est monde ce a qu'il parlé de fallait. ça, ouais. J'ai pas C'est ce compris qu'il ça. fallait. C'est ce qu'il fallait. Bah écoute, Sam Presti l'a dit, donc Je sais pas, écoute. ouais, on verra. Non, je te rejoins un petit peu, Tom, notamment moi, j'étais le plus frileux sur l'intersaison. Je voulais un vrai step avec un joueur qui te fait passer un cap, notamment offensivement. Après, là, c'est tellement un role-player potentiellement intéressant que le 5 où ben, t'as Dort, lui, Dub, Shea et Chet, tu peux regarder pas mal de monde dans les yeux. Je pense que tu l'as à la place de Guizy, tu vas en finale de conf déjà, je pense. Oula, On fait des. Voilà, mais sur le potentiellement, tu pas te sûr, dis. hein. Ouais, je pense que si, moi.
Bon, s'il met pas dedans à 3 points, la Oui, mais problématique reste la même. pour l'instant, il a Peut-être tiré que à 40, défensif, il peut-être a que tiré à 40% défensivement, à 3 euh, points, quoi, la saison dernière. peut-être que défensivement, tu aurais peut-être moins overcommit. Et d'ailleurs, regardez hein, les finales justement de Jrue Holiday et de Derrick White. Ils n'aident pas comme des fous furieux quand ils ont Luka Doncic à défendre. Du coup, ça évite que PJ Washington il Ouais, mette une sauce comme il nous a mis une sauce. après, Non, ils sont trop mais forts. Là, tu parles de défense élite et puis J. Washington qui a rien mis du tout, même sur les ah tirs bah non, ouverts. mais puisque le backcourt, enfin, franchement, en dehors de Boston, Lugensdort avec Oh, c'est le Caruso, c'est la meilleur. meilleure paire défensive sur le backcourt. Donc il faut comparer à l'élite, quoi. Donc, mais juste dans les schémas défensifs, effectivement, peut-être que si tu avais Alex Caruso au lieu d'avoir G-Dub sur Kyrie Irving, eh ben, tu Bah aurais oui. eu moins de situations de décalage qui auraient été créées. Mais offensivement, je pense que ça reste quand même le point, le côté du terrain où le Thunder a fait défaut sur la série face à Dallas. Je pense pas qu'il aurait changé énormément. Peut-être que je l'estime trop, à voir, on verra comment il évolue, mais je trouve que, ouais, effectivement, tu vas dans la bonne direction. On a eu pas mal de questions sur son potentiel rôle, si on le voyait dans le 5, etc. Tom, à l'instant T, si là la saison commence demain, que tu as ce roster-là, comment tu le fais jouer? Est-ce qu'il est dans le 5? Est-ce qu'il est en sortie de banc? Comment tu gères ça? Moi, je l'aime bien, sixième homme, Caruso. Je trouve ça pas mal. Ah, il finit les matchs, hein. Quand je dis que Caruso est pas forcément dans le 5, c'est en début de match. En fin de match, Caruso, j'aime bien l'avoir sur le terrain. Et comme l'a dit Constance, c'est un mec qui est tout le temps positif. Alors quand il rentre ses tirs, c'est encore mieux. Et c'est un mec qui trouve toujours un moyen de contribuer. Donc c'est génial d'avoir Caruso en fin de match sur le terrain. Surtout si, imaginons, Lugensdorf, il a des problèmes de faute, par exemple. Bon, c'est pas grave, il y a Caruso. Alors que Caruso, des Euh, problèmes de faute, il en a jamais. Hein. C'est ça aussi, c'est l'intelligence de Caruso. C'est un joueur qui est très peu souvent en foul trouble. Déjà que Lou Dort l'est pas souvent, mais Caruso, là ouais. encore moins. Hmm. Lou Dort est à moins de 3 fautes de moyenne, si on veut. C'est un indicateur pas, euh, pas exceptionnel non plus, mais il a moins de 3 fautes de moyenne. C'est un mec, comme tu l'as dit, qui passe souvent en foul trouble. Caruso, il a 2,5 à tout péter. Mm. C'est assez impressionnant au vu des responsabilités défensives qu'il a, parce que les mecs ont des responsabilités défensives énormes, ils font souvent beaucoup de fautes évidemment, mais c'est très fort de la part de Caruso de savoir faire ça. Et moi du coup dans l'équipe, je préfère en sixième homme et starter avec en l'état soit Isaiah Joe, soit comme tu l'as dit Constant, Cason Wallace avec un peu de responsabilité, on sait jamais. Mais non, mais Chet en web offensif. Hein. Chet, ouais, voilà Chet, hein. C'est Nicolas Chet, Nicolas je crois Jokic. qu'on Hein. pourrait l'appeler Nicolas Holmgrenich. Holmgren. Chetic Holmgren. On essaie de trouver des trucs. Chetic. Ah, Chetit, Chetic, c'est c'est pas bien. mal. Chetic, attention. Chetic, c'est bien. C'est bien. Mais non, mais de voir. Isaiah Joe, j'avais bien aimé l'idée de le foutre titulaire dans la fin de série contre Dallas. Donc à voir en termes de spacing et tout, ça peut être pas mal pour te mettre sur de bons rails offensivement. Il peut y avoir pas mal d'options. Mais j'aime bien l'idée de Caruso sixième homme avec un gros temps de jeu. Et si c'est le cas, on avait dit hein, que OKC en sortie de banc, il n'y avait personne sur les séries playoffs qui avait l'impact d'un sixième homme. Caruso en sortie de banc, c'est quand même pas le même délire. Hmm. Ouais, après, toute la problématique, c'est que si le roster reste en état, t'es obligé de le mettre titulaire. Je suis Il y a, d'accord. il y a- il y a- il y a un gap trop important entre lui et le cinquième titulaire. Parce que ça, on en a pas parlé, mais pourquoi il y a eu aussi un couac autour de Josh Giddey, c'est que Sam Presti lui a dit, bon, la saison prochaine, on va te faire sortir du banc. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un cinquième titulaire de prévu. Est-ce que le cinquième titulaire, c'était potentiellement Isaiah Joe, ce qui était le cas face à Dallas? Est-ce que c'était Aaron Wiggins? Ou est-ce que c'était un joueur qui n'est pas encore arrivé au KC? On ne sait Hmm. pas. Et toujours est-il qu'il y avait un cinquième titulaire de prévu et que ce cinquième titulaire n'était pas Alex Caruso. Donc, à voir si le trade de Josh Giddey peut potentiellement t'amener sur finalement Caruso, on l'attaque dans Starty 5, ou alors notre plan de départ, quel qu'il soit, on le garde et on sort Caruso du banc. Je trouve que, ouais, si en fait, ce qui est intéressant, c'est pas de savoir s'il est titulaire, c'est de savoir s'il finit les matchs et son temps de jeu. Caruso, il peut être sixième homme, mais s'il joue 30 minutes et qu'il finit les matchs, qu'il débute pas, ça ne me perturbe pas spécialement. Mais ouais, je pense que c'est un joueur qui doit être énormément responsabilisé. Et en l'état, je pense qu'il est trop valuable, trop intéressant pour lui donner un rôle un petit peu de sixième homme de luxe et pour le garder dans le starting five. Non, moi je suis complètement d'accord avec toi, Constant, sur le. Il y a un tel gouffre entre lui, potentiellement les autres joueurs du banc, etc., que t'es obligé de le faire starter. En fait, ça serait illogique, même si je comprends totalement l'aspect de Tom de le voir en sortie de banc. Ouais, t'es obligé de le mettre
pour avoir ton 5 ultime aussi potentiellement un peu plus longtemps sur le terrain en le faisant starter. Et puis ouais, même si la complémentarité est pas optimale en termes de taille, etc., on l'a dit, ouais, les options derrière, à part moi Aaron Wiggins que je mentionne un peu plus parce que pour l'instant c'est le seul qui t'apporte un chouïa de taille par rapport à Joe et Casson qui m'inquiète un peu sur cet aspect-là, t'es obligé de le faire starter. Je pense que tu l'auras une 28-30 minutes par soir, et c'est ce qu'il jouait cette année aux Bulls, et je pense que c'est pas ultra efficient de le faire jouer plus, vu le moteur qu'il met, je suis pas sûr que ça soit très pertinent de le faire jouer 40, bon à part peut-être en playoff, mais ça c'est une autre problématique. Et pour le gérer aussi, donc non, on était sur un joueur qui va te prendre des grosses minutes, qui va prendre les minutes de Guidi normalement, hein, en début de saison on va dire, parce que enfin, après le temps de jeu a diminué, mais qui peut te prendre, je sais pas si au début de saison Guidi devait être au moins à 25, je pense qu'il prend au moins toutes ces minutes là, hein, je Il pense. a 20 sur la saison de Combien? 25 sur la Ouais, saison. ouais, donc plus au début et moins à la fin en Ça plus. va, ça va bouger au niveau des rotations, enfin au niveau des rosters en fonction de ce que tu fais avec pick 12, avec les minutes qui vont se libérer, aussi les minutes de Gordon Hayward, RIP, petit ange parti trop tôt, mais t'enlèves les minutes de Gordon Hayward, ça peut le libérer aussi. Je pense pas que tu puisses déjà dire il va prendre telle minute de tel joueur dans le roster. Je pense que c'est un truc Ouais, qui sera, non mais variable en fonction du restant de ce qui va se passer cet été, quoi. dans le chiffre, c'est pas très dérangeant. Après, ouais, effectivement, Wiggins aura peut-être plus de temps de jeu régulier, peut-être qu'on verra un peu plus de Cason Wallace, peut-être un peu moins de certains. Donc c'est dur à estimer, mais je pense que globalement, il a un rôle très important. Et c'est le dernier point qu'on doit aborder avec lui, c'est sa prolongation. Quand tu vois que directement, sachant qu'il est en contractueur, On m'a appelé. non, mais sachant qu'il est en contractueur, quand tu vois que directement le sujet de l'extension est abordé et que apparemment c'est bien parti pour et c'est en projet pour Presti et le front office de le prolonger dès que possible, tu vois que tu paries sur lui sur le long terme et c'est quelque chose qui est largement ressorti. Je pense que ce trade-là pour un role player de ce type qui reste certes plus vieux mais quand même pas dans l'âge du déclin, j'ai envie de dire pour l'instant, qui en plus connaît la maison, ça on nous l'a dit un petit peu, avec la boucle avec Mark Daignault et le OKC Blue, la boucle est bouclée. Je pense que t'as envie de parier sur lui, apparemment on était intéressé depuis un moment par son profil, donc je pense que sa prolongation, honnêtement, à part se mettre d'accord sur le montant et peut-être les petits détails de quand elle se fait, comment tu répartis l'argent à donner, elle va se faire. Tu m'étonnes que OKC était intéressé par le profil depuis pas mal de temps. Et, Comme tout le monde, il doit y comme tout avoir, le monde. il doit y avoir 27 équipes NBA qui devaient être intéressées par le profil. Non, mais rappelle-toi, Pierre, quand on avait fait un podcast en 2021 avec Alan Guillot de Santa Clara, qu'on salue, OKC est-il une franchise qui drafte bien? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on peut répondre oui, 3 ans après. Et surtout, Alan avait dit, ouais, en 2016, franchement, tu fais venir Alex Caruso en Exhibit 10 ou en two-way, bon choix. Et ben voilà, 3 Ouais. ans après, retour à la maison, retour dans son premier club avec son premier coach pour Alex Caruso. Non, mais après, au niveau financier, est-ce que tu veux que je te fasse, que je fasse un petit point Vas-y, sur l'extension maintenant? c'est assez simple, tu peux le faire, je Vas-y. pense. C'est assez simple, Si, ça c'est va. toujours, c'est relatif. Non, globalement, Alex Caruso, il peut être prolongé 78 millions sur 4 ans dans 6 mois. Dans 6 mois, retenez bien. Donc à partir du 21 décembre. Avant ça, tu ne peux lui offrir que 37,5 millions de dollars sur 3 ans. Donc une broutille. Bon, ça c'est le maximum qu'OKC peut lui proposer. C'est dans 6 mois et c'est pour 4 ans. Ça, c'est dans le cadre d'une extension. C'est-à-dire que c'est pas s'il venait à être free agent ou là, s'il Hmm. venait à être free agent, bah, tu possèdes les bird rights, donc tu peux lui offrir beaucoup plus que ça. Il y a un autre point qui est pas forcément à sous-estimer, c'est que tu peux faire une renegotiate et extend. Alors bonjour déjà, je salue Tom qui m'a, alors Tom Feller de Dunkebdo qui m'a aidé sur certains points-là, c'est que je vous ai expliqué dans le podcast stratégie de l'intersaison qu'il y avait le salary floor. Le salary floor, c'est un montant que les équipes doivent atteindre et qui est en dessous du salary cap et qui est de 14 millions. Si OKC arrive dans ce salary floor, par exemple, ça veut dire que OKC, d'ici d'ici le début de l'intersaison, dépense à peu près 18 millions. 18 millions de plus que ce qu'il y a actuellement dans le roster. Peut-être pour prolonger un Isaiah Joe, peut-être pour prolonger Aaron Wiggins ou peut-être en faisant des trades. Si OKC parvient à avoir du cap space qui lui reste, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut augmenter le salaire d'Alex Caruso
sur la saison actuelle, donc sur la saison 2023-2024, pour ensuite que Caruso touche moins d'argent sur les saisons précédentes. C'est-à-dire, on va te donner, je sais pas, admettons au KC, il reste l'intégralité de la différence entre le salary floor et le salary cap. C'est-à-dire que tu fais une augmentation de 14 millions, par exemple, sur la saison, il passe de 9 millions touchés à 23. Et ben, la saison après, tu peux lui dire, bah, au lieu de toucher 19, tu vas toucher 17. Donc, dans une optique où OKC va devoir un petit peu compter ses sous dans les années à venir, ça peut être une éventualité à ne pas négliger. Et généralement, les renégociates et extend, c'est un truc que tu fais justement pour dire aux joueurs, on te donne une augmentation et tu prends moins sur les années à venir. Ça peut être aussi fait dans le sens inverse, par exemple avec Lauri Markkanen, comme tu renégocies plus cher, et bah du coup l'extension, vu que tes extensions, tu peux avoir ta première année à 140% de ce que tu touchais la dernière année, au lieu d'avoir 140% de 9 millions, tu peux lui donner 140% de 23 millions. Donc forcément, ça fait un montant total qui est plus élevé. Mais retenez globalement que ce que tu peux lui offrir, c'est 79 millions sur 4 ans et que OKC va très probablement essayer de le prolonger. OKC est confiant sur cette optique-là et je pense que tu pourras difficilement négocier un tarot plus bas que celui-ci. Je pense que dans tous les cas, vu le niveau de Caruso, ce sera le montant qu'il faudra payer pour le conserver. Bon, t'as rendu ça un peu compliqué. Non, c'est toujours compliqué. Fallait juste dire qu'on pouvait lisser l'argent en le payant un peu plus cette année. Voilà, Lisser, non, ça veut rien dire, lisser l'argent. Lisser le salaire, ça. Augmenter le Miles salaire. Turner, c'est ça? C'est Miles Turner, Oui. je crois, qui avait Ouais. eu ça à Indiana. Où il lui a mis Et une grosse Domantas première année Sabonis pour aussi. le foot. Sabonis, ouais, c'est vrai aussi. Mais le montant que tu cites, c'est Malik Monk à Sacramento, ce qui vient de signer là. Oui, à peu près. À Parce peu près. que Caruso, Malik Monk, alors c'est compliqué à comparer parce que bon, moi j'aime bien Caruso 6e homme, donc j'essaie de les comparer dans le rôle. Mais en termes de contribution de terrain, ils apportent pas du tout la même chose. Mais ça paraît plutôt honnête comme contrat pour Caruso. Si tu compares à Lugensdort à l'année, c'est un poil plus cher, sachant que Lugensdort a signé son contrat c'est quoi, il y a 1 ou 2 ans qu'il a signé son 2022. convention, je me rappelle C'était plus il y a déjà. 2 ans. Il y a 2 ans. Donc voilà, le cap est plus le même, les salaires sont plus les mêmes, donc c'est pas déconnant. Et oui, si tu récupères Alex Caruso dans le trade, dans le trade que tu as fait hier, c'est parce que tu as de bonnes chances de le prolonger. Donc ça devrait bien se passer. Il faut attendre décembre. Pas sûr. 21 décembre. Ouais, 20 millions, Cadeau de Noël, hein. 20 millions la saison pour Caruso. S'il a le niveau de jeu qu'il avait ces dernières saisons, c'est honnête. C'est plus qu'honnête. C'est le tarif. Honnêtement, il y a pas. Voilà, c'est le tarif. Après, si tu passes un petit peu au-dessus, voilà, le débat sera là. Pas Mais c'est le passer tarif. au-dessus. Non, mais si jamais. Sauf si tu l'augmentes. Oui, tu là, peux, c'est ce que mais j'allais sinon, dire. Tu peux, voilà. Si tu l'augmentes Voilà. avant et que tu lui donnes Mais- plus, tu peux passer au-dessus. Normalement, fais pas le ça. principe, comme j'ai dit, c'est pour réduire sur les années d'après. Mais si tu ne l'augmentes pas et que tu restes vraiment dans le cadre pur d'une extension, c'est le même truc que ce que j'avais expliqué pour Isaiah Joe, c'est 140% de l'estimated average salary player ou player salary machin truc. Donc c'est 17-18 millions à peu près. Puis Donc, après, tu as aussi le tu cas peux où pas faire 25. il peut toucher plus s'il devient free agent et que tu le re-signes, hein. Tout à fait. Il peut aussi toucher plus dans ce cas-là. Mais pour le tarif là, je pense on signe tous pour le coup les 2 pieds 2 mains pour le conserver. Si ça se passe bien entendu, jusqu'à décembre, on n'aura pas énormément de matchs pour le juger. Mais si ça se passe bien en tout cas. Avant de parler peut-être un peu des prochains moves, de comment on voit les choses pour la suite, juste on avait pas mal de questions et de messages, donc merci à tous ceux qui nous ont suivis, la Curtis Junior, il y a Adrien de Kevdo aussi qui nous a suivis, qui je pense est un peu deg qu'on ait pris son poulain. Merci à Kamel aussi, qui s'est abonné depuis 6 mois maintenant. Parlons de la suite maintenant. On a parlé de son rôle, voilà, on a parlé potentiellement de sa complémentarité avec Lou Dort. On a envie de dire que ce move en appel d'hôte, c'était notamment le cas dans le chat, Constant tu l'as dit un petit peu, est-ce qu'on y croit vraiment à ça, ou est-ce que OKC va piquer en 12 et puis on y va, c'est parti. En fait, on est tout le temps surpris par Sam Presti, C'est vrai. donc ça sert à rien de tirer des plans sur la comète. C'est que déjà, qui s'attendait à ce qu'on fasse Caruso? Et à ce Pas moment-là, grand monde. surtout, à ce Caruso, à ce Voilà, moment-là. et surtout, c'est ça, moi, qui me rend un peu optimiste, c'est que c'est le 3e jour de l'off-season, hein, parce que oui, bon, KC est éliminé depuis plus longtemps. Globalement, tant que les finales NBA sont pas terminées, il se passe rien. Donc, on va dire que c'est le 3e jour de l'off-season et que bah, tu fais déjà un trade pour récupérer un joueur. Donc, pour moi, c'est potentiellement un move qui peut en appeler d'autres, ou alors
si tu fais l'intersaison, tu fais Caruso, tu piques en 12 et peut-être que tu refuses la team option de Joe et de Wiggins pour les prolonger, bah, selon moi, tu n'auras pas corrigé tes faiblesses qu'on a citées dans le podcast stratégie de l'intersaison et qu'on a cité aussi dans ce live. Pas de volume à 3 points, hormis si tu arrives à prendre Dalton Connect en 12, ce qui est un peu un dream scénario qui pourrait potentiellement se réaliser, surtout que les Bulls qui piquent en 11, eh ben, il vaut peut-être partir sur un joueur un peu moins NBA ready que ce qu'on pouvait penser, vu qu'il semble être dans une optique de reconstruire. Donc, à voir comment ça peut se passer à la draft. Mais ça va encore manquer de cet ailier de grande taille, même si avec la déclaration de Sam Presti disant on va plus responsabiliser balle en main un Chet ou un Kayson Wallace, je suis pas convaincu que tu partes sur je sais pas, un OG Anunoby, soyons fous, qui sera un petit peu le joueur parfait, soyons très honnêtes. Je ne désespère pas quand même que on décide d'avoir un renfort à l'aile, peut-être, voilà, peut-être via la draft, tout court. Mais oui, si tu fais juste Caruso, pour moi, tu n'auras pas comblé les défauts, même si tu te seras enlevé l'épine du pied, Josh Giddey. Peut-être qu'il fera autre chose, peut-être pas. Franchement, j'arrête d'essayer de C'est ça, prédire ce que va faire Sam Presti. c'est ça qui est chiant. On peut... C'est compliqué, hein. Mm. C'est compliqué en plus, mais ça ressemble aussi pas mal à une opportunité de marché, Caruso. Enfin, t'as un problème avec Guidi, Caruso lui reste un an de contrat, donc les Bulls sont enclins à le lâcher contre moins que prévu. Peut-être que Presti, bon, il avait pas prévu spécialement de bouger, il a vu l'opportunité, il s'est dit ok c'est cool, on va récupérer Caruso, mais il a peut-être pas pour plan de chambouler l'effectif non plus, ou alors il va nous faire un été de zinzin. Non, mais Je sais pas, l'année où il nous sort Paul George et Carmelo, là, il pète un câble. C'est ce qu'il a dit dans sa. C'est ce qu'il a dit dans sa conférence de presse. Il a dit si Caruso n'avait pas été disponible, Josh Giddey aurait encore été présent dans le roster. Donc il y avait une opportunité qui s'est présentée, récupérer Alex Caruso. Pas sûr qu'il y ait d'autres opportunités, ou en tout cas que les opportunités qui peuvent se présenter soient conformes à ce qu'a envie de faire Sam Presti. Peut-être ou pas. Parce Mais que là, moi, on t'appelle, on te dit, vas-y, envoie Guidi, je t'envoie Caruso, vas-y, peu importe ton plan, je pense que tu ça, l'adaptes vite. Non, mais J'envoie un plateau de chocolat. Non mais non mais Caruso contre Guillet en sec, bon bref, les Bulls, tu sens que ça faisait quasi 3 ans qu'ils n'avaient pas fait un trade pour un Ouais. joueur parce qu'ils sont un peu rouillés en termes de, tu sais normalement Au t'es final. censé récupérer plus de trucs que juste Josh Giddey pour Alex Caruso, mais après non, moi je reste, enfin j'ai des sentiments contradictoires dans le sens où le faire aussitôt pour moi c'est enfin c'est positif et porteur d'espoir sur le fait qu'il va se passer d'autres choses. Le fait qu'on avait dit à Josh Giddey qu'elle allait sortir du banc, ça me laisse penser qu'il y a un plan pour le 5e titulaire avant l'arrivée de Caruso. Alors peut-être que c'est Isaiah Joe, peut-être que c'était Aaron Wiggins, peut-être que c'était Kayson Wallace. C'était pas forcément un renfort qui venait de l'extérieur. Par contre, j'ai l'autre côté de la pièce où je l'entends dire on va donner plus de responsabilités en attaque à Chet et à Kayson Wallace, où je me dis bah en fait tu vas pas ramener un énorme porteur de balle, que ce soit à l'aile ou que ce soit en sortie de banc. Et ça me laisse un peu plus circonspect. Et ça modifie aussi d'autres trucs sur les potentiels profils qui peuvent être draftés par Presti d'ici 4 jours à la draft. Après, on voulait pas forcément un porteur de balle de base, non plus. C'était pas le profil. Ah, Dans la stratégie de l'intersaison, c'est pas les porteurs de balle qui sont le plus ressortis. Quand on parlait de Cam porteur de balle Johnson, tertiaire, on disait. Avdija, c'est pas du porteur de balle. Je suis désolé. Mais... Ouais, mais en sortie de banc, je te disais Bogdanovic, je te Ouais. disais Malcolm Brogdon. Ouais. Il fallait quand même Bah, pour moi, il y avait ça, un tu peux porteur de oublier. balle tertiaire. Ça, tu peux oublier, Ah bah c'est oui, Caruso. ça, bien sûr. Ça, c'est Caruso qui aura ce rôle-là, potentiellement. Voilà, c'est sûr et certain. Bien sûr. Après, ce qui est rassurant, c'est que Caruso, personne ne l'a vu venir. Donc les rumeurs sur les trades d'OKC sont toujours des rumeurs pourries. Donc Hartenstein, Kuzma, Laurie machin. Markkanen, rassurez-vous. Même Hartenstein ou je sais pas quoi, ouais, faut arrêter. Quoi. Hartenstein, voilà. Hartenstein, il ne viendra pas. Là, franchement. Impossible de deviner la personne qui vient. Non mais là franchement là tu prends en plus ça avait circulé sur Twitter dans la fanbase, enfin dans le cercle des fans de Utah, ça avait circulé. Et tu prends Lou Dort là, tu prends 8 first round, tu prends ton pick 12, t'appelles Daniel, tu fais allô Laurie Markkanen. Alors comment ça se passe là? Comment ça se passe là, franchement là en vrai vas-y. Même moi qui suis pas le plus grand fan de Laurie Markkanen, vas-y c'est bon, vas-y mets-moi le poste 4 là. Ou alors puisque OG Anunoby il a pas l'air de se mettre d'accord avec les Knicks, 1er juillet à minuit tu fais allô OG, oui c'est moi. Ouais, combien tu veux? 40 millions? Ah je les ai pas. Bon on peut se débrouiller quand même, t'inquiète, pas de souci. Mais non.
On va voir ce qui Tu va se peux passer. avoir potentiellement qui tu veux en soi, vu les Non, assets parce que que les t'as. gens sont pas toujours Mais disponibles. voilà, oui, sauf très peu qui sont pas disponibles. Ouais, LeBron, hein. c'est Alors, un. Michael Bridges. Tu peux, LeBron, les gars, on y va, hein. LeBron, tu peux. Ouais, Je fous non. le poste 4, hein. Mais ouais, avec Presti là, je sais pas trop sur quel pied danser parce que là, effectivement, il a surpris un petit peu tout le monde. Je pense que tout le monde l'a félicité pour ce trade-là. Tous les fans sont très contents, tous les insiders aussi sont particulièrement chauds sur cet ajout. Après, en interne, je me demande quel impact ça va avoir. On a parlé un peu de Wiggins et Joe. Pour moi, potentiellement, ça peut avoir un impact sur leur future prolongation, surtout si tu veux prolonger Caruso assez rapidement, parce que tu es sur un peu les mêmes postes, un peu, ouais, pas le même profil, non, mais sur des postes similaires qui seront sûrement en sortie de banc, etc. Par rapport à Lou Dort et Cason Wallace, je suis un peu moins. Peut-être que ça t'ouvre un peu plus l'esprit au fait d'un trade potentiel, si tu les avais verrouillés avant, j'entends. Peut-être que tu te dis, bon, on a Caruso pour assurer au pire, bon, est-ce que je peux la lâcher, etc. Mais je suis pas sûr du tout qu'on soit dans l'optique de trader Kesson et Dort. Mais pour Joe et Wiggins, je me pose un peu plus de questions moi, de mon côté. Ouais, Pour moi, Wiggins, c'est pas le même poste. Et Joe, c'est pas le même profil. ouais C'est deux mais, joueurs ouais, qui sont. ouais, mais en Wiggins, termes. Franchement, en termes de. Est-ce que tu peux faire jouer encore une fois les 3 ou 4 joueurs en même temps là que t'es en sortie de banc? Est-ce que ça fait Tu pas les fais pas jouer en redite? même temps. Ah ouais, mais alors faut faire des Tu fais tourner. rotations. Ouais, mais est-ce que ça te fait Ah pas non, des si redites? Caruso est dans le starting five. Est-ce que ça te fait pas des redites d'argent ou même de joueurs que t'as prolongés sur des postes, même si le profil est différent, sur des postes assez similaires, hein? Bah, après, rappelle-toi, Denver, quand ils sont champions, tout le monde salue le fait que chacun possède un skill set. Enfin, il y a peu d'overlap, donc il y a peu de joueurs avec le même skill set. Et là, quand Boston est champion, Hmm. tout le monde dit ah bah c'est super, tout le monde est capable de faire plein de trucs. Donc en fonction de ce qui se passe, tout le monde est satisfait. Non, moi je pense que pour moi c'est plus Joe et Wiggins, peut-être Wiggins, mais Joe pour moi si tu perds Isaiah Joe, franchement, Ah ouais, là ça t'es non, devient ouais, je suis d'accord. ça pose des problèmes. Ça pose des vrais Hmm, hmm. problèmes si tu perds Isaiah Joe. ah, Alors, Joe. Wiggins, oui, ça peut être différent en fonction de la draft aussi. Moi, c'est plus vraiment le trio Kayson Wallace, Alex Caruso, Lou Genzort qui me pose problème parce que j'ai un peu l'impression qu'en fait, là, pour le coup, t'as des overlaps, t'as des joueurs qui se marchent un peu dessus. Et je me dis, potentiellement avoir tout le temps les deux des trois sur le parquet, bah, je me demande en fait si c'est pas un peu gâché leur potentiel défensif, quoi. Et que finalement, tu pourrais peut-être utiliser comme tu as utilisé, on va dire, la valeur marchande de Josh Giddey pour rendre sacrifiable, on va dire, Lugensdort ou Kayson Wallace, ça peut-être que tu peux utiliser leur valeur, vu que tu as entre guillemets le remplaçant avec Caruso, plus potentiellement le backup avec Kayson Wallace, tu peux peut-être utiliser la valeur de Lou Dort pour récupérer justement cet ailier de grande taille et en te Hmm. disant, en fait, on n'a quasiment rien sacrifié pour récupérer Caruso. Peut-être que Lou Dort, finalement, il peut, avec l'extension en plus de Caruso, il peut être moins valuable ou en tout cas moins important que ce qu'il pouvait Ouais. être la saison dernière où tu n'avais que lui pour défendre sur le point of attack. C'est dans ce sens-là quand j'ai dit ça t'ouvre peut-être un tout petit peu plus les portes à un trade. Je pense que tu veux pas forcément le faire, mais tu es peut-être un peu plus enclin à le faire parce que tu as ce joueur-là, ce backup-là qui peut suppléer très bien Dort, qui est meilleur qu'Aston Wallace, c'est pas le problème, mais voilà, qui peut avoir ce rôle-là. Après, je sais pas si tu as envie de le faire, hein, vraiment. Tu ne seras pas vendeur, mais potentiellement tu peux être plus enclin à le lâcher s'il est demandé. Bah, c'est vrai que si on C'était une t'appelle, qu'on te dit opportunité. Bridges contre Dort plus de piques, bon, bah Ah, mais ils ne le lâcheront pas, Non, non, Michael mais je dis Bridges. n'importe quoi, mais voilà. Denny Avdia, allez, Denny Avdia, Ouais, voilà. tu peux poser Allez question, hop, ça Si peut t'as, si t'as une opportunité, tu te laisses d'y réfléchir le plus. moyen de t'engouffrer, quoi. Mm, mm. Si t'as un sign and trade avec Anunoby, bon, ça c'est le rêve. Mais tu vois, le fameux Deni Avdija ou quoi, oui, si t'as l'opportunité et que tu peux lâcher Lugensdort, tu peux te rendre plus fort comme ça parce que Caruso, il est là pour remplacer Dort, entre guillemets, dans le rôle. Ça te donne de la possibilité de bouger, de la flexibilité. Donc c'est Ouais. bien. C'est Il c'est y, toujours positif. il y a Moulpi qui nous dit Dort plus Wiggins plus Kenrich plus des pics, ça fait quand même un beau package, c'est vrai. Bon, faut voir Un pour beau quelle contrat équipe avec ça, après. ouais. Pour une équipe en reconstruction, c'est pas idéal par contre, mais bon.
Ouais, puis après, Wiggins, faut le prolonger dans un an. Kenrich, c'est un poids mort, il a encore 3 années, enfin, il a Tu sais encore que deux ça se années de trouve, c'était lui contrat. le titulaire qu'on estime, hein, c'est Kenrich, hein, c'est ton poste Ça, 4. ça m'étonnerait quand même largement, hein, parce que vu comment il n'était pas Oui, utilisé en playoff, le retournement de Ouais. veste, il serait magistral, le là. dos est C'est- Mais guéri, hop. ouais, le Il dos, tape, ouais, plus de il tape des gros problème. tomards là. Ah, bien sûr, bien sûr. Ouais. Moulin à vent. Le mulet a repoussé, il a Tout, régénéré ses pouvoirs, c'est Wolverine en tout ça fait. pour que ça Bah soit oui, c'est ça. Jalen Williams, et impeccable. Ouais, bah, c'était peut-être Jalen, ouais, tout à fait, hein, bien Ouais. sûr. Mais je pense que si, en fait, si tu viens à lâcher, pour moi, si tu dois lâcher Lou Dort, c'est pour prendre l'ailier de contact. Oui, je Parce suis que d'accord. sinon, Sinon, ça sert à pour rien. défendre sur un ailier de grande taille défensif, c'est pour prendre Deni Avdija, on va dire le Ouais. terme, hein, c'est Faut pour prendre Gianinobi, Deni Avdija. Ou Giannunobi, bien bien sûr. sûr. Mais Bien sûr. de toute façon, de toute façon, Sam Presti il doit écouter les podcasts puisque j'avais Caruso dans mon scénario exotique. Donc Deni Avdija, il arrive, normalement. Corey Kispert aussi. Najee Marshall, il va pas tarder. Et je sais plus l'autre, je crois que c'était Jalen Smith qui va pas tarder aussi. Ouais. Donc préparez-vous, hein, c'est pas fini. Ouais, puis tu On est vois. retourné en playoff, il va rester 3 joueurs. Alors, C'est tu vois, je souhaite pas ça. Enfin, je sais pas si je souhaite pas ça ou je souhaite ça en soi. Mais quand tu vois que Boston a tradé Marcus Smart, qui était un peu dans l'esprit, dans l'intensité, C'était la mascotte. leur Lou Dort, et que derrière ils sont champions, Presti il peut se En dire, mieux. bon, Hein. oui, il était quand même meilleur que Lou Dort, et ils l'ont tradé pour bien mieux, etc. Mais est-ce que tu peux t'inspirer de ça? J'ai l'impression qu'on s'inspire beaucoup du modèle Boston, hein, honnêtement, et à raison. Attends, on disait, il y Non, a quoi. 6 mois, on disait on s'inspire du modèle Denver. Donc tu sais, Ah, tu trouves à chaque mais fois, on toi, non, s'inspire mais du pas. modèle du Alors, champion. ah non, mais je parle pas. Moi, je parle pour je pense que Denver, on parlait de la construction via draft ou autre, voilà. Mais là, pour Moi, Boston, Boston aussi. Hein. bah, moi, je pense que c'est plus dans la façon de jouer que j'entendais. Plus dans l'utilisation des joueurs, etc., ce qu'on attend d'eux. Je trouve qu'on se dirige vers ça, moi. Bah non, parce que Boston, c'est 5 out et shooting à 3 points de volume à outrance et peu d'accès près du cercle. Le Peu de OKC drive. drive Ouais, énormément. mais t'as le 5-out, t'es la meilleure équipe de la ligue à 3 points, potentiellement. T'as des joueurs très polyvalents sur un peu tous les postes. Tu fais des trucs avec tes guards que pas grand monde fait d'autres, avec des écrans, des choses comme ça. Tu vois, je trouve qu'il y a quand même des similarités que tu peux retrouver, bien sûr, parce que ils ont des joueurs différents. Déjà, ta superstar ne joue pas de la même façon du tout. Mais Mm. je trouve que dans la construction, il y a quelque chose qui. Il y a des inspirations, on va dire. Pas de la copie, mais des Après, inspirations. Boston, ils ont quand même, dans leurs 5 majeurs, ils ont 5 joueurs qui sont dans le Ah, après, top c'est trop. 35-40 Ah, NBA. c'est trop. C'est en fait, C'est C'est un trop. signe de, un signe de folie. c'est là tout le truc, c'est que Boston, qu'est-ce qu'on peut retenir du titre de Boston? Le 5-out, bon, ça, on n'a pas attendu cette année pour savoir que Mm. c'était un truc qui marchait bien. Et Boston, comme je l'ai dit au début, les 5 joueurs, allez, peut-être un peu moins pour Porzingis, mais les 5 joueurs sont capables de prendre des décisions balle en main. Et je pense que quand tu as Derrick White et quand tu as Jrue Holiday qui prennent des décisions, c'est quand même un Mm. gouffre d'écart entre ce qu'est capable de faire Lugensort et ce qu'est capable de Ouais, mais faire Caruso. ça, c'est quelque chose qu'on a envie de faire, je pense. Dans tout ce qui est dit Possible, depuis longtemps, c'est ça que t'as envie. Hein. possible. Ouais. Et après, mais d'ailleurs, Denver, c'était pareil. Leurs 5 étaient assez étincelants quand ils ont été champions, leurs 5 majeurs. Ah, il était très fort le 5 majeur. Je pense que, ouais, la conclusion, faut un 5 ultra fort. Bon, bah, c'est le basket, quoi, bravo. Ouais, Un bon, non, bon, globalement, un bon une banc. rotation à 7 qui tient et pas Ouais. besoin de tourner à 11 avec Jeline là qui joue 4 minutes. Tu Mais prends 7 justement, joueurs et puis voilà. Cette certitude. tu regardes les champions, c'est que tu as 7-8 joueurs qui sont des joueurs quali playoff et qui sont Ouais, viables. Donc, après, Boston, ça revient à ce qu'on disait au début. Et Ouais. récupérer Caruso, c'est bien parce que c'est un mec viable. Après, Boston, ça a été les experts là en playoff. Genre Pritchard, il ressort, il joue bien. Hauser, il a bien joué des fois. Il y a Mais même. Boston, ils étaient injouables. Bah, c'était un jeu- Même leur pivot, j'ai Le halluciné, Cornet, qui met des grands 3 points. Non, Le Cornet, non. Xavier Tillman, Ouais, Xavier Tillman, qui était à qui met un Memphis. grand 3 Ah, c'est vrai points. que Tillman, ouais. C'est vrai que J'ai dit, Tillman, c'est bon. c'était c'est Il trop. jouait ailier à Memphis. Hein. Ouais. Ils l'ont mis pivot à Boston, ils ont fait bon, allez, vas-y. Mais après, ça c'est. Ils sont difficilement battables sur cet aspect-là. Mais ouais, je pense que. Toujours est-il que même ce qui ressort là sur le fait que, oh tiens, bizarrement, OKC va pas signer Hartenstein et va garder un joueur qui peut jouer intérieur de circonstances et qui est capable de rester dans une optique d'attaque en faveur. Je pense que c'est l'objectif qui va être fait et que Bien bah, sûr. voilà, la présence de Josh Giddey ne rendait pas forcément possible ce 5-out. Après, c'est toujours plus difficile de jouer en 5-out quand ta superstar, c'est chez Gideus Alexander. C'est-à-dire que même si Jason Tatum, c'est pas le joueur le plus adroit à 3 points, et bah, ça reste quand même un joueur qui, lorsqu'il n'a pas la balle, peut s'inscrire dans le schéma de 5-out, ce qui n'est pas forcément le cas de.
Ouais, après c'est du 5 out différent, c'est plus du drive and kick que du ou 3 points à outrance, comme t'as dit, Tu c'est t'adaptes, hein. Tu adaptable. t'adaptes à ton Je sais pas. personnel, hein. Mais effectivement, t'as pas un joueur qui va prendre beaucoup de 3 points avec Shea, t'as pas qui joue énormément off-ball non plus, donc c'est un Mm. peu différent, effectivement. Bon, messieurs, on a été assez long sur tout ça. On a pu bien parler de ce trade. Je crois qu'au final, il n'y a pas eu trop de problèmes de connexion. C'est un miracle, honnêtement. Si ça a bien Peut-être marché, on croise les doigts. peut-être un dernier truc vite fait, parce on en a assez peu parlé, mais il faudrait quand même rapidement un petit shout-out quand même, un Josh Giddey, parce que C'est vrai. on l'a critiqué, voilà, on l'a énormément critiqué. Moi, le premier sur la saison passée, Oui. mais bon, après, il y avait de quoi aussi, hein, je vais pas non plus taper dessus J'ai pas dit le gratuitement. contraire. Je veux pas. Et encore, j'étais mesuré comparé à certains de la commune hein, sur certains points. Mais honnêtement, voilà, moi je maintiens ce que j'ai dit. Je pense qu'au Bulls, il va être bien productif. Et s'il n'a pas toujours été dans les circonstances qui ont été idéales pour lui à OKC, il a dû s'adapter beaucoup plus que de s'adapter chez. En même temps, chez vu le niveau, il n'avait pas trop besoin de s'adapter à Guidi, j'ai envie de dire, plus l'inverse. Et puis voilà pour ce match du play-in face aux Pels qui Merci. marque un petit peu la fin de la reconstruction. Merci pour ce match face aux Pels. Les perfs au Madison Square Garden ne seront pas Merci. oubliés non plus. Les 3 triples-doubles de suite, je crois, au Madison Square Garden. Bravo à lui. Bah, il pourra y jouer plus souvent, du coup, vu qu'il sera dans l'autre conférence. Mais voilà, ça n'a jamais été simple et il n'a jamais réellement posé de problème dans le vestiaire. Donc voilà, malgré tout, on lui souhaite quand même de réussir du côté de Chicago. Pas près de battre Ouais, c'est un bon joueur. ses records de précocité en vrai. Hein. Ouais, ok, si. Hein. À mon avis, c'est pas près En d'arriver même temps, ce. c'est le triple-double le plus jeune de toute la NBA. Donc ça va être Ça va être difficile d'aller le difficile à chercher. battre, je pense. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je pense il pourra en tout cas peut-être plus s'exprimer au bout, savoir si ça marche bien ou pas. Mais à tout moment, il te fait un 15-7-7 en étant assez bon. Hein, donc je serais pas surpris de ça. Mais ouais, en fait, il s'est fait tellement. C'est pas outcoaché, mais c'est outplay par Jalen Williams et Shea qui ont pris tellement une envergure tellement supérieure à lui que tu pouvais plus donner responsabilité, il pouvait plus s'inscrire dans ce rôle-là. Il a essayé tant bien que mal toute la saison, je pense, de s'adapter, mais la marche était trop compliquée. Et donc là, c'est tout à fait logique. Et je pense que c'était un secret de Polichinelle qu'il allait trader. Andrew Schleck, là, on a reparlé aujourd'hui dans son épisode. Je crois qu'il y avait de plus en plus de gens qui militaient un peu pour qu'il parte, etc. Et ça a été confirmé un peu par Presti sur le sixième homme, sur l'aspect sixième homme. Donc non, mais ouais, on le souhaite quand même de réussir, bien entendu, même si ça a été compliqué toute la saison, il nous a beaucoup frustrés, mais on lui souhaite de réussir. Ça a été le sacrifié du trio Giddey, J. Chet. Malheureusement, Ouais, il en fallait un. Donc c'est on, Josh Giddey, mais ça reste un bon joueur, hein. on a Il a fait. peut-être pas encore passé le cap d'être Attends, productif dans des joutes de playoff, mais c'est un ouais. mec qu'on a vu faire des belles régulières, des belles performances. Donc, Il y a moins d'un an, on faut se pas posait la le mettre question de qui on allait donner le max hein, entre les trois. Bah oui. Alors moi, Enfin, j'ai C'est jamais pas. été chaud. Hein. Oui, Réécouter oui. l'épisode qu'on avait fait avec Tom, pour moi, j'ai dit Max, c'était une hérésie. Et j'ai même envie de dire que Chet Holmgren et Jalen Williams au max, ça me fait encore tiquer. Donc on va attendre ça. Mais On en reparlera dans un on an. va voir. Il y a le temps. Il y a le temps. on n'était pas fermé à cet aspect-là, s'il progressait, s'il passait un vrai step, etc. On se disait que c'était En tout cas, possible. lorsqu'on a fait l'épisode qui s'inscrira dans le futur du Thunder il y a de ça un an, il me semble que Josh Giddey était encore dans les keepers long terme. Hein. Donc Ouais. c'est pour vous montrer à quel point on était plutôt positif sur lui après ce qu'il avait été fait l'an dernier. Mais effectivement, cette saison entre l'ajout de Chet et l'explosion de Jalen Williams, il s'est retrouvé dépassé. Et comme l'a dit ça Presti aussi dans son petit communiqué. euh, OKC a été dépassé par sa propre progression. C'est-à-dire que Hmm, Thunder est devenu trop fort trop vite pour le niveau de Josh Giddey. hmm. Carrément. Bon, cette fois, messieurs, on a fini sur ce trade. Merci à tous ceux présents dans le chat, merci à tous ceux qui nous ont suivis ou tous ceux qui ont posé des questions. C'est toujours un plaisir d'être de retour sur Twitch. On va essayer de régler ces problèmes de connexion au mieux pour que ça puisse être encore plus quali potentiellement les lives. Et puis en attendant, bah, suivez-nous partout, toutes les plateformes d'écoute, Twitter, Insta, etc. Merci à tous ceux aussi qui ont répondu à notre questionnaire. Je sais pas si je l'avais fait la dernière fois. Mais à tous ceux qui ont répondu, ça nous a apporté pas mal d'infos. On vous communiquera les décisions qu'on a prises ou qu'on va prendre rapidement. Pas de grands changements, hein, ça va pas énormément changer, mais il y a quand même quelques petits trucs. Et on enregistre sur la draft très prochainement. On va quand même parler de ce choix tous, il va bien falloir en faire quelque chose. Donc ça arrive très vite, donc suivez ça de près. Et puis bah, on va vous dire bon match de foot du coup. Et puis salut à tous. Salut! Salut.